par exemple, sur notre belle planète et pouvoir ainsi créer la vie telle que nous la connaissons. La fusion nucléaire libère également de l'énergie. Dans le cœur d'une étoile nouvellement née, les noyaux d'hydrogène commencent à fusionner pour former de l'hélium. Éventuellement, la force de la gravité vers l'intérieur et la force de la fusion nucléaire vers l'extérieur finissent par s'équilibrer. Pendant un certain temps, la fusion de l'hydrogène empêche l'effondrement de l'étoile. On a presque fini pour ça. Lorsque la jeune étoile a épuisé l'hydrogène, son noyau recommence à s'effondrer. Les forces extrêmes qui s'exercent sur le noyau entraînent son réchauffement. Pour l'instant, ça fait que ça, hein. Se refroidir, se réchauffer, se refroidir, se réchauffer, accélérer, ralentir, se dilater, se contracter. Bientôt, le noyau est suffisamment chaud pour que s'amorce la fusion de l'hélium qui se transforme en carbone et en oxygène. Encore une fois, la fusion nucléaire pousse contre la gravité pour empêcher l'effondrement de l'étoile. Nouvel équilibre. L'étoile fusionne chaque nouvel élément l'un après l'autre. Ceci produit successivement des éléments ayant de faibles masses atomiques comme le carbone, l'oxygène et le néon. Non seulement la fusion nucléaire empêche l'effondrement des étoiles, mais elle a permis aux premières étoiles de l'univers de créer de nouveaux éléments. Ah oui, puisqu'à la base, il n'y avait pas tous ces éléments-là. Je vous les ai cités tout à l'heure. Il n'y en avait que quelques-uns. Et grâce aux étoiles, il y en a beaucoup plus. Mais elle a permis aux premières étoiles de l'univers de créer de nouveaux éléments qui n'existaient pas auparavant. Selon leur taille, les étoiles peuvent créer des éléments par fusion jusqu'au fer, qui porte le numéro atomique 26. Prenez un tableau périodique, allez vérifier, ou regardez sur Internet, vous verrez en dessous de Fe, donc qui est l'appellation de l'atome de fer, Fe, eh bien vous verrez le numéro 26, c'est son numéro atomique. Cependant, le tableau périodique compte 118 éléments. Ben oui, alors d'où proviennent tous les éléments ayant un numéro atomique supérieur à celui du fer? À votre avis? Est-ce que vous avez une idée? Ouais, parce que depuis tout à l'heure, on parle de 26 éléments. Ouais, mais il y en a beaucoup plus. Là, vous allez me dire, ouais, mais Jasquier, tu n'arrêtes pas de nous dire que ce sont les étoiles qui créent les atomes de masse supérieure. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi il y en a 118, à votre avis? La fission nucléaire, non? Non? Eh bien, simplement, ils ont fusionné entre eux. Ah, te rapproche. Alors, simplement, c'est pas mal. Il y a de l'idée, c'est pas mal du tout. Simplement, eh bien là, on connaît les éléments qui ont été créés par la vie de l'étoile. Pendant toute sa vie, l'étoile a créé ces éléments du plus léger au plus lourd, le fer. Ben oui, mais quand elle meurt, il se passe d'autres choses. Les températures augmentent encore. Il se passe d'autres choses. Alors on y vient. Ça fait toujours partie du cycle de la vie des étoiles. Au cours de leur vie, il peut s'étendre sur des milliards d'années. Le Soleil, notre Soleil, et les autres étoiles subissent des changements extrêmes. C'est quoi cette musique là, au secours? Oh, quelle horreur! Donc ils subissent des changements extrêmes. Mieux connaître leur cycle de vie peut nous aider à mieux comprendre tout ce qui nous entoure, même les éléments qui composent notre propre corps. Bah oui, vous croyez que le fer qu'on a dans le sang, ça vient d'où? Bah oui, ça vient des étoiles. Je dirais que ça dépend de si l'étoile galère à cramer et finit par cramer encore plus fort. On y vient. À de nombreux stades de leur vie, les étoiles sont masquées par des nuages denses de poussière et de gaz que la lumière visible ne peut traverser. Les instruments d'observation dans l'infrarouge embarqués sur Webb, donc le télescope, James Webb, percent ces nuages et ces gaz. Ouais, il y a de la chance quand même. Si on pouvait faire pareil ici, après il faudrait quelque chose d'énorme, mais moi avec mon petit télescope, on arrive quand même à voir des choses, mais dès qu'il y a des nuages, c'est mort. Et ils font la lumière sur des étapes du cycle de vie des étoiles jusqu'ici inobservées. Merci, ce télescope est vraiment, c'est vraiment une pure dinguerie, c'est un truc de fou. Un peu plus près des étoiles. À mesure que les étoiles brûlent leur combustible, et jusqu'à leur mort, dans une immense explosion, elles créent, recyclent et redistribuent des éléments fondamentaux de l'univers. C'est ce que je vous ai expliqué en détail il y a 5 minutes.
c'est la masse d'une étoile qui détermine la façon dont sa vie prend fin. Ça, on en avait déjà parlé, il me semble, lors du premier live astronomie. La masse joue un rôle dans la façon dont l'étoile va mourir. Une étoile comme le Soleil se gonflera en une étoile géante rouge, là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure aussi, avant de souffler son enveloppe gazeuse. À ce moment-là, nébuleuse, on le sait, voilà, un peu comme notre très chère nébuleuse de la Lyre, pour laisser derrière un unique noyau, une naine blanche. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est Vénus. Les grandes étoiles dont la masse est plus d'une dizaine de fois supérieure à celle du Soleil explosent en une supernova spectaculaire, laissant derrière elle un petit noyau très dense de neutrons. C'est ce qu'on appelle une étoile à neutrons, qui est une des références d'ailleurs pour les observations, pas à notre échelle, mais l'observation de l'univers. Les étoiles à neutrons font partie des références, on se réfère à elles. Ou encore même des trous noirs, eh oui, un soleil, une étoile peut avoir une masse tellement grande que lorsqu'elle s'effondre sur elle-même, eh bien, au moment de devenir une naine blanche, elle continue de s'effondrer. Une étoile à neutrons, elle continue de s'effondrer, elle s'effondre, augmentant ainsi sa gravité, à un tel point qu'à un moment donné, sa gravité est tellement grande que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Ça, c'est un trou noir. Bien. Alors j'ai une image pour ça. Voilà. La vie et la mort d'une étoile dépendent donc de sa taille et de sa masse initiale. Comme on peut le voir ici, on a différents exemples. J'ai encore beaucoup là-dessus, là. Attendez. On va bien passer, quelle heure il est? Putain, 23 heures presque. On va bien passer, je pense que j'ai fait trop. Je pense qu'on va bientôt passer à l'objet du ciel profond suivant. Je crois que j'ai vu beaucoup trop grand. On va en avoir jusqu'à 5 heures du matin. Alors, les plus petites étoiles, ce qu'on peut voir ici, donc sur le schéma, les plus petites étoiles, les naines brunes, je ne sais plus qui me parlait de naines brunes tout à l'heure, elles sont trop grandes pour être considérées comme des planètes, mais trop petites pour être considérées comme des étoiles. Elles ne peuvent soutenir la fusion de l'hydrogène à cause de leur faible masse et souvent appelées étoiles ratées ou avortées. Les petites naines rouges à consommation lente ont une très longue durée de vie. Elles peuvent survivre de 1 à 10 billions d'années, pas millions, un billion d'années. Les scientifiques croient que lorsque les naines rouges finissent par s'effondrer, elles deviennent des naines blanches. Ce sont des étoiles très denses qui ne brûlent plus de combustible. Les scientifiques croient aussi que, éventuellement, les naines blanches dans l'univers se refroidiront et deviendront des naines noires. Lorsque les étoiles de taille moyenne comme le Soleil ont épuisé l'hydrogène, leurs noyaux se contractent et se réchauffent. Les couches gazeuses externes prennent de l'expansion, les étoiles deviennent des géantes rouges. On l'a déjà dit. Éventuellement, quand le noyau d'une géante rouge s'est refroidi, les gaz restants flottent dans l'espace pour former une nébuleuse planétaire, comme notre chère Lyre. Attendez, j'en suis où là? Au cœur de chaque nébuleuse planétaire se trouve une naine blanche. Donc là, ce que vous voyez, quand on regarde la nébuleuse de la Lyre, là, on voit un petit truc flou, un petit point flou en plein milieu, là, en plein milieu. Eh bien, oui, c'est une naine blanche, tout à fait. C'est une naine blanche. Ouais, c'est ça, je vais bouffer sur le prof suivant, ouais. Bouffer le temps du prof suivant, ouais. Les étoiles les plus volumineuses deviennent d'abord des supergéantes bleues avant de mourir. Ah, il faut que je remette ma petite image, voilà. Les supergéantes bleues, comme on peut en voir, avant de mourir de façon dramatique. En réalité, lors de leur effondrement, elles créent les plus grosses explosions dans l'univers. Le nom donné à ces explosions est supernova. Est-ce que je vais plus loin? Parce que je vois que le temps file à une vitesse de fou. Alors je pense qu'on va passer... je pense qu'on va passer au quiz. J'avais encore des choses à vous dire sur web. Je peux vous montrer par exemple cette image qui vous parle des tailles. Paf. Voilà.
comparaison de la taille d'une naine brune par rapport au Soleil. Donc là, vous avez le Soleil, hein, qu'on ne voit qu'en partie, une étoile de faible masse à côté et une naine brune juste à côté. Et juste à côté, vous avez Jupiter également, qui est de masse à peu près comparable à celle que peut avoir une naine brune, quoi. Une naine brune, c'est un astre étrange qui peut être considéré comme une étoile ratée, donc c'est ce qu'on disait juste avant. Elle n'est pas assez massive pour devenir une étoile, mais est plus lourde qu'une planète. Il est difficile de classer les naines brunes car elles présentent les caractéristiques à la fois des planètes et des étoiles. Elles ne sont pas assez massives pour entretenir une fusion nucléaire dans leur noyau, mais leur température est supérieure à celle des planètes et elles brillent avec éclat dans l'infrarouge. Bien. Voilà. Alors attendez. Des feuilles qui collent. Donc ici on peut parler de l'aube de l'univers si on veut. Je pense que je vais passer parce qu'on parle du Big Bang. Je crois que je vais garder ça pour une prochaine fois. Sinon on va jamais avancer. C'est infernal. C'est ouf, hein, comme le temps passe vite, quoi. Là, je vous parle des galaxies. Je pense que je reprendrai ça plus tard également. Est-ce qu'on ferait pas un quiz? On va faire un quiz. On va faire un quiz. On va faire un quiz. On va faire un petit quiz. Allez, petit quiz, les amis. Ce que je vais faire d'abord, avant de faire le quiz, je vais reprendre une... Est-ce que je prends une photo? Non, c'est bon. On va aller voir. Je vais pointer vers l'objet suivant. Donc, qui est la nébuleuse de l'Alter. Bim. Bim. Vous allez voir, c'est différent. Alors normalement, le télescope, il va bouger là. S'il te plaît. Si tu veux bien. Ça y est. Pointage. Voilà. Il y avait 2 Z. Ah oui, il y avait 2 Z. Je sais pas pourquoi. Et là, j'ai mis 2 Z aussi. Il y a 2 Z, non? Il n'y a qu'un Z à quiz? Non, il y a 2 Z, non? Voilà, donc là, le télescope est en train de chercher l'objet suivant qu'on va regarder ce soir, qui est, je trouve, un peu plus joli. Enfin, ça c'est personnel. Et donc, c'est M27 dans le catalogue Messier. Hein. Il s'agit de la nébuleuse de l'Alter, vous allez voir. On dirait un peu un trognon de pomme. Enfin, si on extrapole un peu, on dirait des altères. Mais oui, il y a 2 Z. Hein. Et voilà, si on est un peu d'humeur poétique, on dirait un peu un trognon de pomme, quoi. Alors, il nous trouve. C'est pas ça, copain. Si, c'est ça. Ah, bah super. Bon, allez. Hop. Et bien voilà. Salut. Ça, c'était une belle nébuleuse, tiens. Bon. Voici donc la nébuleuse de l'Alter. Je vais... Merci Little Okami, t'as été plus vite que moi. Bien, je vais mettre la vision amplifiée maintenant. On va commencer à avoir commencer à voir plus de choses à propos de cette nébuleuse. On va voir des couleurs, on va voir la forme que ça a. Vous allez voir, ça va aller très vite, comme tout à l'heure pour la nébuleuse de la Lyre. Voilà, ça commence à venir, ça commence à être sympa. Je vais laisser faire quelques secondes. Histoire qu'on ait une petite base, et puis on va lancer le premier quiz. Ça vous dit? Est-ce que ça vous dit? Donc voilà, on commence tout petit doucement. Donc c'est pareil, hein, c'est une nébuleuse, donc en son centre une naine blanche. Donc c'est effectivement encore une fois une étoile qui est morte à présent et qui a éjecté ses couches gazeuses qu'on commence à voir. Donc vous voyez sur les bords, hein, comme tout à l'heure, plutôt rougeâtre et dans son centre plutôt des gaz de couleur bleutée, oxygène. Pour faire ce genre de truc, il doit être jeune. Oui, bon, écoute, on va pas se retourner là-dessus. En vrai, est-ce que c'est très important? Je ne crois pas. Bien, petit quiz. Il faut que je le retrouve. Alors attendez, je vous prépare ça. Pendant ce temps-là, je vous laisse avec cette très très belle nébuleuse. Ah bah c'est revenu direct sur la page, c'est parfait. Alors petit quiz, premier quiz, on en aura 2 normalement ce soir. Est-ce que vous avez bien tous lu
Comment faire pour participer? Est-ce que ça a été noté? Voilà, pour participer au quiz, voilà, il y aura une icône QuizKit qui va apparaître, peut-être qu'elle est déjà là, sur l'écran de votre smartphone ou avec votre souris sur votre écran PC. Mais sérieux? Il est toujours là et c'est toujours le même. Ah non, ah si. Ah bah, il était plus vite que moi encore. Très bien. C'est pas le même, ok, d'accord. À partir de là, vous aurez un message, quand vous aurez cliqué, vous aurez un message qui vous demande une autorisation. Vous acceptez, vous verrez, il n'y a pas de problème. Acceptez, il n'y a pas de souci. Très bien. Je lance ça tout de suite. Petit quiz, est-ce que vous êtes prêts? Bim. Attention. Où est-ce qu'il est? Ah, il arrive. Il arrive. Your quiz. Oh, délicieux. Allez. Astro 1. Un quiz Harry Potter aussi qu'on fera un jour. Mobile High Latency Mode. This will increase the weight between questions. Ah, je coche ça, je mets ça. Je mets ça, tu crois? High Latency Mode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? This will increase the weight between questions. Ça diminue? Increase, c'est diminue? Mobile viewer may have a higher latency. Enable this mode to keep question and video in sync for these players. Ah, ah bah faut que je le mette alors. Ah je le mets. Je le mets. Augmente l'attente entre les questions. Ah, bon écoutez, je le mets. On verra bien. Je lance le quiz. Normalement, vous avez des instructions qui vont apparaître. Sending rules to player, voilà. Normalement, là, vous avez les instructions à l'écran. Donc, il suffit de laisser faire. Et puis, vous pourrez cliquer avec votre doigt sur les réponses ou avec votre souris. Voilà, selon si vous êtes sur portable ou sur votre PC. Les questions vont arriver. Attention. Let's go. La nébuleuse de la Lyre est répertoriée sous quel chiffre dans le catalogue Messier? 57, 50, 47 ou 65? Allez, vous avez quelques secondes. Vous avez quelques secondes pour répondre. J'espère que ça fonctionne pour tout le monde. Dans ce temps-là, on a notre nébuleuse de l'Alter qui est en train de se former magnifiquement. Très jolie, magnifique, j'adore. Pour l'instant, ça me dit waiting for... Non mais sérieux? Normalement, il y a un truc pour éviter ça, mais... Alors attention, je révèle les réponses. On a des participants, c'est cool. C'était bien M57. On a 3 personnes qui ont voté, qui ont donné la bonne réponse, et une personne qui a mis 47. C'était presque ça. Dommage. Ils sont motivés. Bon, écoute, faut pas faire attention. On s'en fout un peu. Bien. Si jamais vous arrivez en cours de route, vous pouvez participer quand même. Il n'y a pas de souci. Pas de souci. Alors, question suivante. Il y a 2300 ans, nous étions dans l'Antiquité, dans la préhistoire, à l'aube des premières émissions de Michel Drucker, possible, ou au Moyen-Âge. C'est moi qui ai fait les questions et les réponses. Attention, le temps est presque passé. Votez. Ça banne aussi ou mute uniquement? Non, ça banne. Hein. Ça banne, évidemment. Ouais, banne direct. Ah ouais. On en aura encore, hein, c'est sûr. Alors, il y a 2300 ans, Antiquité, préhistoire,
Michel Drucker, au Moyen-Âge. 4 bonnes réponses. Nous étions dans l'Antiquité, oui, effectivement, on l'a dit tout à l'heure. Une mauvaise réponse, non, non, le Moyen-Âge, c'était avant. Et là, c'était avant. Très bien. Je trouve que c'est lent, hein. Je trouve ça très lent. Qu'est-ce que c'est que cette musique encore, là, au secours? Allez, salut. Alors. Oh. Question suivante. En quelle année a été découverte M57? La nébuleuse de la Lyre. En quelle année, chers amis? En 1909, en 1849, en 1739 ou en 1779? Je vous rappelle que c'est un Français qui l'avait découvert, rappelez-vous. Un Toulousain même plus précisément. Je devrais vous dire quelque chose. On peut pas mettre une petite musique Mario Galaxy, ça serait trop bien. Une musique Mario Galaxy? Comment ça? Ouais, c'est vrai qu'avec le copyright, ouais, mais on pourrait mettre quelque chose d'autre comme on met d'habitude, mais bon, je trouvais que la playlist qu'on met d'habitude ne correspond pas forcément avec le thème. Alors, oh, là les gars, là où vous êtes dispersés, on a 2 bonnes réponses. C'était 1779 effectivement. 1909, ça c'est vraiment très récent. Hein. 1849 aussi. Ok, 3 mauvaises réponses, 2 bonnes réponses. Les questions sur les dates, c'est chaud. Oh, tu fais pas d'effort. Alors, question suivante. Quel est le prénom de l'astronome Hubble? Bon là, si vous vous trompez, là c'est pas possible. Si vous vous trompez, moi j'arrête. Martin, Justin, Charles ou Edwin? Bon, ça doit aller là. Ça doit aller. Et pendant ce temps-là, on a notre petite nébuleuse qui est en train de prendre de très très jolies couleurs, qui ressemble de plus en plus à un alter ou à un trognon de pomme. Après, je vous explique ce qu'il en est de cette nébuleuse planétaire également. Alors, là, je veux que des bonnes réponses. Ça me fait penser à un sablier. Oui, c'est vrai aussi. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai, ça ressemble aussi. Les autres âges, je m'en souviens pas. Oh, je suis fâché. Moi, je suis triste. Triste. Combien de bonnes réponses? T'as mis Martin? Est-ce que t'as mis Martin, Sam Queens? Mais non, c'était Edwin, évidemment. Évidemment, c'était Edwin Hubble. Edwin Hubble. Eh oui. Eh oui. Martin, Justin ou Charles? Edwin. Popo. Ah. Bon, t'as piffé? Et t'as piffé bon. T'as piffé bon. C'est bien. C'est bien. T'as piffé, mais t'as piffé bon. T'as mis Edwin au pif. Bon, ça va. Ça va. Pas trop fâché. Alors, question suivante. Laquelle de ces lunes n'est pas une lune de Jupiter? N'est pas une lune de Jupiter. Ganymède, Europe, Encélade ou Callisto? Je l'ai dit 2 fois. Je l'ai dit 2 fois. N'est pas une lune de Jupiter. Il y en a une qui est une lune de Saturne. C'est laquelle? C'est laquelle? Je peux te dire pour sûr que ma lune n'est pas une lune de Jupiter. Bravo. Bravo. Et moi je mets forcément, puisque je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter comme on dit. Forcément. Alors, Ganymède, Europe, Encélade ou Callisto? Encélade, évidemment, Encélade. Évidemment, c'est fin, ça se mange sans fin. Bien sûr, non, pas... Ganymède, Europe et Callisto sont effectivement des lunes de Jupiter, oui, tout à fait. Tout à fait, exactement. Ok. On a toujours de la vision amplifiée qui se précise sur notre nébuleuse. Regardez-moi ça comme elle est belle. Je peux peut-être faire un petit zoom pour qu'on la voit encore mieux. Ouais, ça commence vraiment à être joli là. Question suivante. Dans l'univers primitif,
Lequel de ces éléments, et j'ai fait une faute, n'était pas présent? L'hélium, l'hydrogène, le lithium ou le fer? Suivez votre instinct. J'en ai parlé. Dans le sang, je vous ai dit que c'était le dernier élément, l'élément le plus lourd, créé par la vie d'une étoile. Quel est cet élément, l'élément le plus lourd? J'essaie qui backseat. Salut Kinder, comment tu vas? Alors, quel est cet élément? Le numéro 26. Le numéro 26, son numéro atomique, c'est le 26. Fe. Il s'agit du fer, évidemment. Mais oui, il s'agissait du fer, les amis. Mais oui, l'élément le plus lourd. L'hydrogène, c'est l'élément le plus léger. Pas le lithium et pas l'hélium. Il s'agissait du fer. On a 2 bonnes réponses. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Merci beaucoup Waxy pour le subgift à Kinder Pingui. Ça fait grave plaisir, merci beaucoup. Merci Waxy pour le soutien à la chaîne. Vraiment, tu es formidable. Vous l'êtes tous d'ailleurs. Question suivante. Les nuages moléculaires sont solides, liquides, gazeux ou aucune de ces propositions? Easy. Facile. Facile. Alors là, je l'ai dit plein de fois. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est comme Edwin Hubble, vous ne pouvez pas vous tromper. Là. C'est pas possible. Si vous vous trompez, je me fâche. Les nuages moléculaires sont-ils solides, liquides, gazeux ou aucune de ces propositions? Je veux dire, il serait quoi? Franchement, je trouve Martin plus joli. Martin? Ah ouais? Non, je préfère Edwin quand même. Évidemment, c'est gazeux, évidemment. Mais oui, enfin, des nuages de gaz, les pouponnières d'étoiles, oui, bien sûr, sont gazeux. Je vous ai parlé de la contraction de ces gaz, hein, la contraction, la dilatation de ces gaz. Bien sûr, gazeux, bien sûr. Alors, 3 bonnes réponses, 2 mauvaises. Je sais pas, il y en a qui ont imaginé un autre état. Je ne sais pas. Salut Big Marvin, salut, j'ai débarqué au milieu du questionnaire et cherche pas les mauvaises réponses. Pas de souci, pas de souci. Comment tu vas Big Marvin? Alors, sur Titan, la lune de Saturne, une des lunes de Saturne, on trouve de grands lacs d'acide, de méthane, de mercure ou d'eau? Ah ben prout alors. Ah, je vous aide un peu. Ah, alors, ça y est. Acide, méthane, mercure ou eau? Sur Titan, les grands lacs, c'est quoi? C'est de l'eau? En quoi prout ça aide? Bah, je sais pas. Méthane, non? Quand tu fais un prout, c'est pas du mercure. C'est pas de l'acide, c'est pas de l'eau. Mais oui, bien sûr, c'est du méthane. C'est du méthane. Un prout d'acide. C'est du méthane, oui. Sur Titan, on trouve des grands lacs de méthane qu'on peut observer grâce à ce superbe télescope James Webb. Ça doit tellement niquer l'anus. Ah bah ça doit... Ouais, ça c'est... Ah oui. Tu dois le sentir passer celui-là. Hein. Mais bien sûr, Kinder, bien sûr. Évidemment. Je savais pas, dit, pourtant on en fait tous beaucoup. Une question suivante. Jusqu'au fer inclusivement, de combien d'éléments le tableau périodique est-il composé? Je l'ai dit il y a encore 2 minutes. Je vous ai dit, le numéro atomique du fer, c'est le nana. Je vous ai dit, il y a autant d'atomes qui sont créés par les étoiles pendant leur vie. Et le fantôme est passé. Pas trop comment, mais il est passé. Ah bah oui, mais c'est vrai. VIP. Alors.
C'est normal qu'il y ait que le son, c'est normal. On est en live astronomie, donc j'ai pas de Lioran board, donc il y a pas quoi. Normal. Normal. On n'est pas en live horreur, on est en live astronomie. Alors, le fer, numéro atomique, le 26. Le 26. Mais oui. Mais si, bonne réponse, voilà, je suis content. C'est bien, les amis, c'est bien. C'est bien. C'est bien, vous m'écoutez au moins un tout petit peu, ça fait plaisir. Ouais, et le fer, son numéro atomique, c'est le 26. C'est le 26e plus lourd atome créé par les étoiles durant leur vie. Ensuite, vous savez qu'il y en a 118 en tout dans le tableau périodique. Il y a des éléments. Et à partir du 26, donc à partir du 27 jusqu'au 118e, les éléments sont créés à la mort des étoiles. Question suivante. De combien d'éléments au total le tableau périodique est-il constitué? Alors là, je viens de vous le dire, il y a 5 secondes. 208, 118, 78, 98. 208, 118, 78, 98. Le fer, c'est le 26e. Et ça va jusqu'à... Ça va jusqu'à... Alors... Salut Dazlius, merci beaucoup pour ton raid. J'ai pas d'alerte, on est en live astronomie, donc très petit matos ici dans ma voiture. Et merci beaucoup pour ton raid. C'est le live astro, mais oui, tout à fait, exactement. 118, 218. Alors, combien d'éléments dans le tableau périodique en tout? Et bien sûr, 118, évidemment. Merci beaucoup pour ton raid, Dazlius. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu faisais de beau? Raconte-nous un petit peu. Installez-vous les amis. Évidemment 118. Et vous avez tous répondu correct. C'est bien. GG à vous. Salut Talvios, comment tu vas? Comment ça va chez vous? Bah écoute, ça va. On n'a pas froid, donc je suis plutôt content. Après, on est dans la voiture avec le PC portable, les batteries, les machins. Ça dégage pas mal de chaleur. D'ailleurs, je vais jeter un coup d'œil à mon télescope parce que je ne le vois plus avec toute cette buée. On va pouvoir faire un remake de Titanic, vous savez, quand il y a la main qui passe comme ça. Là, on en est là. Ah, ça y est, je le vois. Ok, il est toujours là, il va très bien. Il vous fait un petit coucou d'ailleurs. On vient de terminer Amnesia. Oh, très bon jeu. J'ai bien aimé. Ah non, c'est Amnesia The Dark Descent. C'est pas celui-là qu'on a fait nous. Ou c'est Amnesia Rebirth. Pour ma première semaine de Spooktober. Ça va. Eh bien, écoute, si tu vas bien, Talvios, je vais très bien aussi. Ah, c'est le premier? Ah oui, d'accord, ok. Ok, c'est donc pour ça. On va voir maintenant le résultat final. Qui a gagné? Qui est le gagnant? Qui sont les gagnants? Vous en êtes tous? Vous avez combien de points? Attention. Oh, Sévrus! T'as pété le score. Sévrus, t'as pété le score. GG à toi. 115 points. Suivi de Dark Mind avec 115. Est-ce que c'est 115? Ouais, c'est 115 points. Dark Mind avec 78 points. On a deux contestants donc qui n'ont pas accepté ou qui n'ont pas mis leur pseudo, je sais pas. Je ne sais pas qui c'est du coup. Frugalware avec 12 points. Un troisième contestant et Kinder Pingui avec ah ouais, non, et du coup c'est 115 000, 78 000, 59 000, 51 000, 12 000, 7 695 points pour Kinder Pingui et Big Marvin avec un très beau moins 50 000 points. Voilà, ça c'est fait. Bon, on aura un deuxième quiz tout à l'heure. Non mais c'est pas grave Kinder. Après t'es arrivé plus tard. Donc c'est normal. Oh, t'as pas eu toutes les infos. T'as pas eu toutes les infos, donc c'est normal. Eh bien, GG à vous. On va pouvoir continuer maintenant. Cette belle, regardez-moi ça comme elle est belle. Regardez-moi ça, cette belle nébuleuse de l'Altaire. Elle est vraiment. On commence vraiment à avoir pas mal de détails maintenant sur cette nébuleuse. Elle est pas belle. Je prends une petite photo. Tac. Comme ça, je pourrais faire des retouches photos que je mettrai sur Discord et vous faire profiter, quoi, tout simplement. Et merci d'avoir participé à ce quiz. Il y en aura un deuxième. Alors, M27, la nébuleuse de l'Altaire. La nébuleuse de l'Altaire est une nébuleuse planétaire
comme la nébuleuse de la Lyre, située dans la constellation du Petit Renard, à environ 1227 années-lumière. Donc elle est un peu plus proche. Cette nébuleuse découverte par Charles Messier lui-même le 12 juillet 1764 est la première nébuleuse planétaire observée de l'histoire de l'astronomie. Eh ouais, faut le savoir, c'est la toute première. Elle porte le numéro 27 de son catalogue. Je regarderai le replay pour avoir le début. Ça marche, Dazius, ça marche. Ça a été très technique ce soir, très technique. Cet objet est particulièrement brillant et possède un diamètre apparent très large, puisque la partie la plus lumineuse atteint 1/5 de celui de la Lune. Son âge est estimé à 3 ou 4 000 ans. Relativement jeune également, hein, comme la Lyre qui est entre 3 et 6 000 ans. Ici, on est entre 3 et 4 000 ans, donc à l'échelle de l'univers, c'est jeune. C'est jeune, c'était hier. L'étoile centrale, à l'origine de la nébuleuse, a une magnitude apparente de 13,5, ce qui la rend difficilement observable pour un astronome amateur. C'est déjà un objet un peu plus difficile à observer. Nous, on l'a easy. C'est une naine blanche, donc en son centre, c'est aussi, comme la nébuleuse de la Lyre, une naine blanche de couleur bleue très chaude, 85 000 K. La forme particulière de la partie lumineuse a valu à cette nébuleuse le nom de nébuleuse de l'Altaire, Dumble en anglais, pas Dumbledore, Dumble en anglais. On lui connaît également le surnom de trognon de pomme, hein, on en parlait tout à l'heure, on trouvait que ça ressemblait un peu à un trognon de pomme également, ou de sablier. Eh ouais, le Little Okamite avait mis le doigt dessus. Elle est observable entre mai et septembre environ, un peu comme la Lyre, on a un peu dépassé, mais elle reste toujours très observable pour l'instant. Elle se situe dans la constellation du Petit Renard, soit en plein triangle d'été. Sablier, c'est plus classe, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas trop le temps de chercher, non, mais après on fait ça pour s'amuser, je suppose que tu parles du quiz. Comment observer M27, chers amis? Comment l'observer? Attendez, je reviens sur mon EBS. Comment observer M27? Paf. C'est très simple. M27 se trouve dans la discrète constellation du Petit Renard, mais il est plus simple de partir de la constellation de la Flèche, dont les deux étoiles centrales montrent la direction vers l'étoile 14 Petit Renard. On peut voir, hein, là tout en haut, là, vers le milieu de l'écran en haut, hein, donc l'étoile 14 du Petit Renard, magnitude 5,7. Celle-ci est à moins de 1 demi-degré au nord de notre cible. Un quadrilatère d'étoiles visibles à l'œil nu. Donc, si vous trouvez ce fameux quadrilatère, ben c'est facile de retrouver M27, pardon. Pourquoi c'est marqué M57 là d'ailleurs? Lol. Un quadrilatère d'étoiles visibles à l'œil nu, ci-dessous en jaune, chapeautant la zone aide à la localisation. Après, il vaut mieux avoir une carte du ciel et je pense que une petite application comme c'est quoi, c'est Star Walker ou un truc comme ça, je sais plus. Il y a une tonne d'applications gratuites à trouver pour pouvoir retrouver comme ça en direct les étoiles ou nébuleuses, etc. Ce que vous voulez voir dans le ciel, c'est super simple. Vous allez trouver ça facilement. Si jamais, je vous remettrai ça sur Discord. Je l'avais déjà fait, mais je peux le refaire, il n'y a pas de souci. Donc, je vous disais, cette fameuse nébuleuse de l'Altaire se situe à 1227 années-lumière. Je vous le réexplique. Ça veut dire que la lumière a mis 1227 ans pour arriver jusqu'à notre œil. Donc ça veut dire que ce qu'on voit là maintenant, hein, dans le télescope, parce que là ce que vous voyez c'est, je le redis, hein, ce n'est pas une image que j'ai prise d'internet, c'est vraiment mon télescope qui est en train de vous fournir cette image. Cette image-là, elle date d'il y a 1227 ans. Ben oui, comme ça vous parle pas beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien faire l'analogie en vous expliquant qu'est-ce qui se passait sur Terre il y a 1227 ans. Qu'est-ce qui se passait sur Terre quand l'image de ce qu'on voit là est partie. Les photons sont partis de la nébuleuse pour arriver jusqu'à notre œil.
il y a 1227 ans, eh bien, il y a 1227 ans, on était en l'an de grâce 795. C'était le Moyen-Âge, effectivement, Séverus, depuis déjà 319 ans, et en l'an 800, pour vous remettre un petit peu l'idée, donc 5 ans plus tard, Charlemagne est couronné empereur à Rome. Voilà, donc là on peut voir Charlemagne qui se fait couronner empereur à Rome, et bien voilà, donc les images qu'on voit ici datent de ce moment-là, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la nébuleuse était comme ça, voilà. Ce sera probablement un peu différent dans 1227 ans encore, mais sacré Charlemagne, effectivement. Jasquier qui explique façon Jamy, quand est-ce que Italo Camille nous fait la petite voix. J'avoue, ça peut être pas mal, hein, ça peut être pas mal. Voilà, voilà. C'est pas beau? C'est beau, non? C'est beau, hein. Je vais prendre une petite photo, tac. Et si vous voulez, avant le quiz suivant qui marquera la fin de ce live astronomie, on peut faire le tour un petit peu d'autres objets, si vous avez envie. Si ça vous plaît. On n'est pas resté longtemps là-dessus, là. On est resté que 14 minutes. Bon, c'est un peu dommage, j'aurais pas une image de dingue à travailler, mais bon, à la limite, je pourrais revenir sur mon temps libre et refaire ça. On va regarder 2-3 trucs, vite fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Qu'est-ce qu'on peut regarder de sympa? Il y a Orion que j'aimerais tellement vous montrer, mais là, je peux pas. Parce qu'il me semble que là, elle doit être très très basse sur l'horizon. On peut regarder, mais à mon avis, elle est trop basse sur l'horizon. On a la petite altère, hein, parce qu'on a l'altère, mais on a aussi la petite altère. On a encore une nébuleuse planétaire. Là, ce sont des étoiles. Alors, attendez, je cherche. Célade. Ah, on a Jupiter qui va apparaître bientôt, mais bon, mon télescope n'est pas vraiment fait pour le planétaire en fait, hein. Mon télescope est fait vraiment pour les objets du ciel profond, comme les étoiles, les amas d'étoiles, les galaxies et les nébuleuses. Pour le planétaire, c'est pas fou, donc on verra pas grand chose. Donc je vais pas pointer Jupiter. En plus, elle n'est pas encore visible, elle va seulement arriver. Vas-y, la nébuleuse. Celle-ci, ça peut être pas mal. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait avec mes paramètres? Alors attendez. J'ai fait de la merde avec mes paramètres? Attendez. Bon, mes paramètres. Non, c'est pas ça. Limiter la rotation. Ah oui, non. Attendez, hein. Je vous mets ça correctement. Page d'observation? Pas du tout. Pas du tout, on s'en fout. Zone visible du ciel. Ah! Ah oui, non, ça va être très très bas sur l'horizon, effectivement. On va quand même essayer. Mais à mon avis, je vais le mettre comme ça. À mon avis, plus ça marchera pas. Tac. Tac. Et on va regarder maintenant si ça marche. Ah! Bon, il va chercher. Il va chercher. Voilà. Il va chercher cette nébuleuse. Oui, la Chouette, tout à fait. La Chouette, c'est très léger. La nébuleuse de la Chouette, c'est très très léger. Donc, je peux pas tout faire en même temps, Kinder. Hein. Je peux pas tout faire en même temps. Mais on devrait voir un petit peu quelque chose. Non, j'ai mis Snowball. Oh fuck, j'ai mis Snowball. Attendez, j'ai mis Snowball. Et lol, c'est pas ça que je voulais moi. Alors attendez. Il me l'a enlevé? Et il me l'a enlevé. Ok, ça veut dire que je ne peux pas l'observer de... Je ne peux pas l'observer d'ici. Ah. On part sur quoi alors? Bon, écoutez, on va regarder Snowball, on va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est. Non, pas Dumble. Vas-y. Il est dessus là? J'ai l'impression que là il est dessus. Il n'y a pas la nébuleuse de Gizmo. Ah, ça aurait été tellement bien. J'ai l'impression que là il est dessus, mais je suis pas sûr. Écoutez.
Ouais, si, il est dessus. On va regarder ce que ça donne, tiens. On va attendre quelques secondes, histoire qu'il nous donne une image un peu plus précise. J'ai l'impression qu'on voit pas grand-chose. Ah, si, un peu quand même. Il y a un léger... Ah, mais c'est super léger, hein. Il y a des objets comme ça du ciel profond qui demandent vraiment beaucoup de temps pour qu'on puisse les voir correctement. Celle-là, je pense que ça va être compliqué. On va attendre un petit peu, genre 2-3 minutes. Et on voit rien, il faut le temps, il faut le temps. Il est en train... En fait, le télescope, là, il y a de l'électronique dedans. Il est en train de stacker les images. Donc si tu veux, il pointe l'objet, il le regarde et il prend une image toutes les 3 secondes. Hein, et il les met ensemble pour faire une image de plus en plus précise. C'est ce qu'on appelle la vision amplifiée. Et là, voilà, tu vois, c'est en train d'apparaître. Je peux zoomer un peu. Voilà, c'est en train d'apparaître au centre de l'écran tout doucement. Mais je crois que malheureusement, cet objet, il va nous falloir de très très longues minutes avant d'avoir quelque chose de très précis. C'est une super technologie et c'est français. C'est français. Bon, c'est pas la seule firme qui fait ce genre de télescope, hein, mais le mien est de fabrication française. Voilà. Bon, je pense que on peut passer sur autre chose, je pense, hein, parce qu'à mon avis, celle-ci, elle est trop légère. Hein. En plus, j'ai un filtre que je peux installer, mais je ne peux pas l'installer en direct pour avoir encore une meilleure qualité, mais bon. Qui serait plus propice, je pense, à ce genre d'objet. On peut regarder si on trouve autre chose. Une galaxie peut-être. Peut-être une galaxie, qu'est-ce qu'on a? Andromède, on la voit jamais très bien. Galaxie du triangle non plus. Bode non plus. Ah, qu'est-ce que je peux vous proposer comme galaxie là? Un truc un peu sympa. Alors attendez, je cherche. M32 peut-être? Ou alors on part sur la galaxie du cigare, qui est une galaxie vue sur la tranche. Voilà. Va sur la gauche, je veux savoir si mon grand-père prend l'apéro. Voilà. On va aller vers la galaxie donc M82, qu'on appelle la galaxie du cigare. C'est une galaxie qu'on peut observer. Quand on la regarde, ça ressemble vraiment à un cigare comme ça, incliné. C'est parce que la galaxie, on la voit sur la tranche. Celle-là, on devrait avoir une image. Ça devrait être à peu près correct là, maintenant. Bon, juste que il est en train de chercher. On voit les étoiles défiler là. Hein. Là, il est en train de chercher. Voilà, il est en train de se diriger vers les coordonnées donc de cette fameuse galaxie du cigare. Voilà, il cherche, il continue de chercher. Et là, on va commencer après à voir apparaître quelque chose. Ça va être encore une fois un peu diffus. Hein. C'est normal. Hein. Normal. Là, j'ai rien préparé. Donc forcément, ces objets-là, forcément, c'est un peu moins détaillé, quoi. Ça me tue la précision pour qu'il trouve tout seul, quoi. Ouais, non, mais c'est... En fait, le télescope... Voilà, ça y est, je la reconnais déjà, elle est là. Le télescope a une carte du ciel intégrée, hein, et il reconnaît les étoiles, donc il faut faire une calibration. Donc avant le live, je fais une calibration, donc il va balayer un petit peu des endroits du ciel et à un moment donné il va dire ah oui ça je reconnais, cette étoile je reconnais, la disposition de ça je reconnais, ça veut dire qu'on est là sur la carte du ciel. Eh bien à partir de là je peux aller rechercher n'importe quel objet puisque je sais où je me trouve. Voilà, tout simplement. Voilà, donc cette fameuse galaxie du cigare, pour l'instant on voit pas encore grand chose, mais il va falloir un petit peu de temps et puis ça va commencer à être un petit peu plus clair. Donc là, faut vous imaginer une galaxie. On peut voir les bras en spirale de part et d'autre, donc sur la gauche et sur la droite de la galaxie. Hein. On voit que ça part un peu en spirale comme ça, à gauche du haut vers le bas, du bas vers le haut pardon, et à droite du haut vers le bas, de gauche à droite et de droite à gauche. Donc vous l'imaginez vraiment prise sur la tranche, un peu comme une assiette posée sur la table, et vous la regardez comme ça à l'horizontale. Eh bien, là, vous voyez la galaxie
La galaxie elle-même, la galaxie du cigare, M82 dans le catalogue Messier. On est loin de ma merdouille en plastique qui grossissait les étoiles bien visibles en zone rurale. Ah mais non, mais bon, voilà, c'est moi c'est ma passion, donc enfin voilà, moi j'ai fait de la physique, de l'astrophysique, j'ai fait de la physique quantique aussi à l'école. Ça a toujours été mon rêve de pouvoir un jour me payer un bon télescope. Et ben voilà, c'était quoi, il y a 2 ans maintenant. C'était à peu près il y a 2 ans, j'ai pu enfin faire de mon rêve une réalité, j'ai pu me payer ce fameux télescope et grâce à sa technologie rendue accessible, je vais dire pour tout le monde, hein, pour tout le monde. Tu le navigues avec un simple téléphone le truc. Hein. Bien voilà, je peux enfin aller voir de moi-même les choses que j'avais appris à l'école et je trouve ça génial quoi, je trouve ça génial quoi. La qualité vient et on voit pas mal et arrive, devinez convenablement, c'est super. Ouais, tu vois, ça arrive tout doucement. En vrai, il faudrait que je reste là, qu'on reste dessus pendant au moins une demi-heure pour avoir quelque chose de vraiment plus sympa à regarder. Mais regarde, ça fait 2 minutes. Pardon, ça fait 2 minutes que le télescope est en train de stacker les images. En 2 minutes, là, t'as déjà quelque chose d'assez phénoménal, je trouve. Même déjà quelque chose de pas mal du tout. Hein. Pas mal du tout. C'est une Domino's Pizza, ouais c'est ça. C'est une passion, tu t'investis dedans, c'est normal. Ouais c'est ça quoi, c'est ça. Mais voilà, après, bon, toutes les passions ne coûtent pas cher. Mais l'astronomie au début peut ne pas coûter cher. Si l'astronomie vous intéresse les amis, moi ce que je vous conseille de faire, c'est si vous avez 0 budget vraiment, c'est de prendre une carte. Merci Talvios. C'est de prendre une carte du ciel et en plus de télécharger, comme je vous le disais tout à l'heure, une application qui va vous permettre de vous y retrouver dans le ciel et comme ça ainsi d'apprendre par vous-même à vous repérer. Par curiosité, vous allez retrouver, je sais pas moi, la constellation des chiens de chasse par exemple, qui est très facile à retrouver. Vous allez retrouver plein d'objets et au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous détacher de votre application et vous allez pouvoir plus naviguer avec la carte et ensuite vous n'aurez même plus besoin de la carte. Voilà, c'est ça, Star Wars, Stellarium, Skyview qui est très bien aussi. Moi j'utilise beaucoup Skyview d'ailleurs et à un moment donné, simplement en regardant, vous allez voir les formes apparaître tout simplement quoi. Vous allez vous dire ah oui ça c'est telle constellation, il y a telle nébuleuse dedans, il y a telle galaxie, il y a telle étoile et au fur et à mesure avec la pratique, vous allez retrouver ça tout seul quoi. Et c'est ça que je trouve passionnant aussi quoi. Vraiment, je trouve ça vraiment excellent. Mon frère avait une grosse collection Atlas sur l'espace, je dois toujours avoir les classeurs ultra détaillés des cartes quelque part. Ah ouais, ben voilà, mais il y a plein d'éditeurs, il y a plein de maisons d'édition qui ont fait ce genre de truc parce que ça, en vrai, ça se vend et je comprends, je sais pourquoi ça se vend. Parce que c'est tellement l'espace, les planètes, les galaxies, les nébuleuses, les étoiles, tout ça, ça fait rêver en fait, ça fait rêver, c'est tellement poétique, c'est tellement sympa d'en parler et de se dire ouais, à partir de là on se dit ouais, est-ce qu'il y a de la vie là-bas, est-ce qu'il y a de la vie sur notre planète, ça amène plein de débats philosophiques ou pas, de débats, de réflexions sur notre propre existence, notre propre but, quel est le but de l'homme dans l'univers par exemple, oui, ce genre de choses, voilà, ça amène un tas de questions et je trouve ça voilà, ça ne peut que faire rêver. Je pense qu'on peut pas, à moins vraiment d'avoir envie de s'intéresser à rien, je pense qu'on peut pas rester insensible à ce genre de truc. Ma préférée c'est Star Walk, c'est si joli. Ouais, c'est vrai. Star Walk est très bien. Stellarium aussi, ouais. Stellarium, mais il me semble que Stellarium elle est devenue payante, non? Pas devenue payante Stellarium. En tant qu'ancien libraire, l'astro est un rayon qui rapporte pas des masses, mais qui publie souvent et les ventes sont constantes. Ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Le but de l'homme, tout détruire. Et je crois que c'est sa nature, un peu. Pas tellement peut-être pas son but, mais je crois que finalement dans sa nature. Putain, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un juste là, mais non. Faire chier le monde, ouais. C'est vrai. Et nous, on essaye de faire autrement. On essaye de regarder des choses sympathiques, quoi. Stellarium, l'avantage, c'est qu'elle est utilisable sur PC, il me semble. Oui, tout à fait. Bon, les amis, on va faire le deuxième quiz
de la soirée qui va ainsi clôturer ce live astronomie. Paf, paf, paf. Écoutez, je vais laisser... Ah merde. Pendant ce temps-là, je vais laisser notre belle galaxie du cigare là, comme ça, tranquillement. Et on va lancer le deuxième quiz. Paf, où est-ce qu'il est? Il est là. Donc là, vous aurez probablement des questions sur des choses dont j'aurais dû parler ce soir. Mais tu peux la zoomer un chouïa? Oui, je peux la zoomer, oui, tout à fait. Je peux la zoomer, attends. Hop. Voilà. Donc je disais, vous allez probablement avoir des questions sur des choses dont j'aurais dû vous parler, mais j'ai pas eu le temps. Parce que ben voilà, live astronomie, ben vous savez, voilà, je suis dans ma voiture, il faut des batteries, il faut plein de choses. Je suis en train de pomper sur ma connexion internet mobile aussi. Et bon, ouais, tout ça c'est pas illimité, donc forcément on est aussi limité dans le temps. Et donc on va faire ce quiz maintenant. J'avais encore plein d'autres choses à vous dire, à vous expliquer, mais malheureusement, bah voilà, un peu pris par le temps, c'est comme ça. Mais je pense qu'on a déjà été quand même pas mal dans le détail, peut-être même un peu trop, je sais pas. Let's go. Quiz suivant. Paf. Start quiz. Normalement, il va nous refaire son truc avec les instructions. Un jour, il faudrait faire un vlog pour visiter un observatoire avec un sub-goal. Ah waouh. Ah ouais, ce serait pas mal, ouais. Ouais, ce serait pas mal, c'est vrai. Ouais, j'avoue. C'est plutôt pas mal. Il y a tellement de choses qu'on doit faire en vrai. Tellement de choses. Alors, ça y est, c'est parti, j'envoie. Première question, lors de sa mort, notre soleil deviendra in fine une supergéante bleue, une naine brune, une naine blanche ou une étoile à neutrons. Ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai expliqué. À sa mort, le soleil va d'abord devenir une géante rouge. Il va expulser ses couches de gaz, formant une nébuleuse. Et ensuite, il va se rétracter très très vite et devenir ce qu'il y a au milieu, au centre des deux nébuleuses planétaires qu'on a regardées ce soir, par exemple, c'est-à-dire une naine blanche. 6 bonnes réponses, une mauvaise réponse, une supergéante bleue. Non, notre soleil n'a pas assez pas assez massif pour ça. Très bien. Donc c'était bien une naine blanche. 6 bonnes réponses, c'est bien les gars. Bien joué, bien joué. On a plus d'images bizarres. Je ne me rends pas compte à quel point ils sont bêtes les gens parfois avec leurs images là. L'or a été formé par... Ah oui, alors là j'en ai pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais ça devait faire partie. Nucléoside, nucléosynthèse, nucléogénèse ou nucléique. L'or a été formé comment, par quoi? Dessin de Zizi, ouais c'est ça. Oui, à mon avis, il est parti se coucher. Ah bah oui, j'imagine bien qu'un peu tout le monde va mettre au hasard. Oui, je comprends. Je comprends. Bon, nucléique, non. Parce que nucléique, c'est plutôt un adjectif. Par exemple, l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Donc vous comprendrez bien que l'or, c'est pas nucléique. Il a été formé par nucléosynthèse. Nucléosynthèse, tout à fait. L'ADN, c'est acide désoxyribonucléique. ATP, c'est adénosine triphosphate. Par exemple, voilà. Je suis trop chaud à GG Waxy. J'hésite grâce à l'athymogénèse ou synthèse. L'éthymogénèse. L'éthymo. C'était la nucléosynthèse. J'aurais dû vous en parler, mais bon, encore une fois, pris par le temps, on n'a pas eu le temps de tout faire. Ensuite, on estime que le Big Bang s'est produit il y a 1 million d'années,
13,8 milliards d'années, 100 milliards d'années ou 200 000 ans? Il y a moyen de trouver là. Il y a moyen de trouver. Le Big Bang. Le Big Bang. La formation de l'univers. 1 million d'années, 13,8 milliards d'années, 100 000 milliards d'années ou 200 000 ans. Quand je comprends pas, je décortique le mot pour voir son... Oui, mais c'est ça, pour voir son étymologie. Oui, oui, tout à fait. Il y a plein de choses qu'on peut comprendre rien qu'en essayant de comprendre l'identité du mot, quoi. L'étymologie, tout à fait, l'histoire du mot. Exactement, exactement. Alors, eh ben oui, 13,8 milliards d'années, tout à fait. Tout à fait, GG, aussi personnes qui ont répondu correct. 100 000 milliards d'années, c'est un peu short. C'est un peu loin quand même. Hein. 100 000 milliards d'années, non, c'est un peu pas short du tout d'ailleurs, plutôt énorme. 13,8 milliards d'années, 200 000 ans pour les créationnistes. Oui, c'est ça, oui. Ça. Oui, oui. C'est ça. Il y a tout, hein. Il y a même des platistes. Hein. C'est fou, quoi. Ces gens qui... Ils ont tout pour comprendre, mais ils comprennent pas, quoi. Quel est l'âge de la nébuleuse de l'Alter? Ah, ça, je vous l'ai dit. Ça, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que la nébuleuse de la Lyre, c'était entre 3 et 6 000 ans. La nébuleuse de l'Alter, entre 1000 et 2000 ans, entre 10 000 et 13 000 ans, entre 3 et 4 000 ans, entre 500 et 800 ans. En plus, on a parlé de l'histoire aussi. Bon, ça, par contre, c'est par rapport à ça, à la distance, à la vitesse à laquelle la lumière est passée de la nébuleuse jusqu'à nous, par rapport à l'image qu'on peut voir maintenant. Mais là, l'âge de la nébuleuse elle-même, la Lyre, c'est entre 3 et 6 000 ans. Et l'Alter, c'est entre 3 et 4 000 ans. Ah oui, ah oui, ah oui. À pas confondre avec le Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge, c'est le moment où l'image qu'on observe maintenant au télescope est partie. Tu comprends ce que je veux dire? Comment redire ça avec des mots simples? L'Alter, on la voit telle qu'elle maintenant, comme elle était il y a 1200, je sais plus. Ah oui, donc c'est pas 3-4 000 ans par contre là. Hein. Mais l'âge total de la nébuleuse, c'est entre 3 et 4 000 ans. Bien, annule la question, j'ai mal lu. ouais, on peut s'y perdre, Question suivante. Là, vous êtes... L'année-lumière sert à mesurer le temps, la vitesse, le mouvement ou la distance. On parle de en année-lumière. Je vous dis, la nébuleuse de l'Alter se trouve à environ 1200 années-lumière. Alors, on parle de quoi? Elle se trouve à autant d'années-lumière. On parle de quoi? On parle de temps, de vitesse, de mouvement ou de distance? Ah là, j'ai donné la réponse. Ah, c'est plutôt... vous ne pouvez pas vous tromper. On parle de distance. Ah oui, on parle pas de mouvement. On parle de distance. Arrête, ne donne pas les indices, je veux gagner là. Ah, ben voilà. Voilà, la nébuleuse de l'Alter se trouve à 1200, un peu plus années-lumière. Donc, se trouve à, on parle de distance forcément. Bien, 6 bonnes réponses, une mauvaise. Pourquoi le mouvement? Je ne sais pas. Pourquoi le mouvement? Je ne sais pas. Question suivante. Combien de temps met la lumière du soleil à nous parvenir? Ah, ça, peut-être vous l'avez appris à l'école. La lumière de la Lune met 3 secondes, déjà. Ça, faut le savoir. Donc là, quand vous regardez la Lune, vous la voyez il y a 3 secondes. Avec 3 secondes de latence. Ok? Vous regardez simplement la Lune, là, on est
Là, il y a la pleine lune. Eh bien, vous voyez la lune telle qu'elle était il y a 3 secondes. C'est-à-dire que si la lune explose, admettons, bah, si elle explose maintenant, bah, il faudrait 1, 2, 3, et là, on la voit exploser. Eh bien, le soleil, lui, c'est combien de temps? Combien de temps met la lumière du soleil à nous parvenir? 8 secondes, 8 heures, 8 jours ou 8 minutes? Le quasi direct, ouais, 3 secondes. 3 secondes, c'est déjà pas mal, hein. Pas mal, hein. 300 000 km par seconde. La vitesse de la lumière, c'est 300 000 km par seconde. Donc la Lune se situe à 900 000 km. Eh ouais. Et pour le Soleil, combien de temps? 8 minutes. 8 minutes. Bah oui, le Soleil est beaucoup plus éloigné que la Lune. Là, je vous ai donné un indice. 3 secondes pour la Lune. Vous imaginez? Si c'était 8 secondes, ça veut dire que le Soleil serait trop proche. Il serait tellement proche. Bien sûr, c'est 8 minutes. 8 minutes, tant que ça, ouais. Ça veut dire que si le jour où il se passe un truc avec le Soleil, imaginons, improbable, mais imaginons, on ne le verrait que 8 minutes plus tard. Si le Soleil, imaginons, le Soleil s'éteint, ça ne se passe pas du tout comme ça, on aurait encore de la lumière pendant 8 minutes. Eh ouais, c'est ouf, hein. C'est ouf. Question suivante. Comment nomme-t-on un nuage de gaz et de poussière, ça je vous l'ai dit, répandu dans l'espace interstellaire? On n'a fait que parler de ça. Comment nomme-t-on un nuage de gaz et de poussière répandu dans l'espace interstellaire? Une supernova, une comète, une nébuleuse ou un trou noir? Là, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est interdit. C'est interdit. Alors que notre galaxie du cigare commence à devenir très très jolie, hein. Vous voyez un peu? On commence vraiment à distinguer, on voit bien les bras en spirale sur les côtés, ça commence à être pas mal, hein. Le soleil reste sur lui-même. Nani? Alors, supernova, comète, nébuleuse ou trou noir. Beau cigare, hein, t'as vu? Ah ouais. Les gars, on a parlé que de ça. On a parlé que de ça ce soir. Une nébuleuse, évidemment. Ben oui. Non, une supernova, c'est l'explosion d'une étoile massive. Non, une nébuleuse, tout à fait. Ah oui, on a parlé que de ça, Kinder. Alors, les 2 objets qu'on a regardés ce soir, c'était 2 nébuleuses. 2 nébuleuses planétaires, d'ailleurs. Question suivante. Question numéro 8. De quel type de planète est Jupiter? C'est un satellite à atmosphère dense? C'est une étoile? C'est une planète géante gazeuse? Ou c'est une planète tellurique? Je ne dirai rien. Parce que là, il suffit de réfléchir un petit peu. Jupiter, il y a eu des films là-dessus, il y a eu plein de trucs là-dessus. Jupiter, c'est quoi? Un satellite, une étoile, une planète tellurique ou une planète géante gazeuse? Alors, niveau 6e, ouais. Et encore, ouais, si, ça doit être par là, ouais. Attends, 6e en France. 6e en France, c'est première secondaire. Oui, ça doit être à peu près ça, ouais. Ouais, parce que moi, je suis belge, hein. Ça doit être à peu près ça, ouais, tout à fait. Bon, Jupiter. On a tous vu Jupiter déjà. Alors, bah oui, bravo les gars. Cette bonne réponse, évidemment. Une planète géante gazeuse. GG à vous. J'essaie de faire le moins de points sur celle-là en gagnant, bien sûr. Et tout à fait, évidemment, Kinder. GG les amis. Et on arrive tout doucement à notre avant-dernière question. J'ai l'impression que ça risque d'être un petit peu serré les points là. Attention parce que répondre vite rapporte plus de points aussi, hein. Je ne vous l'ai pas dit, et je vous le dis maintenant, c'est le cas. Qu'est-ce qu'une géante gazeuse? C'est une planète géante composée de gaz léger, une planète géante composée de gaz solide, une planète géante exalant du méthane, exhalant du méthane, ou une planète géante d'hélium et d'ammoniac. Ah. Normalement, il y a moyen de trouver aussi, mais bon. Là, par contre, il fallait suivre le cours de physique avec un petit peu plus d'attention. J'ai mis ce clic, je me déteste. Ah. Et si ça se trouve, t'as mis la bonne réponse. Ou alors, t'étais vraiment sûr de toi, tu savais? Tu savais vraiment, Deslius?
Il y a des voitures qui passent, à cette heure-ci encore. Alors, qu'est-ce qu'une géante gazeuse? Mais oui, une bonne réponse. Une seule. Une planète géante composée de gaz léger. Mais oui. Et 5 mauvaises réponses. GG Kinder. T'as foiré? Ah merde. C'est qui? Ah, c'est Waxy. GG Waxy. GG Waxy. Ouais. Eh ouais. T'as fait un peu de la physique à l'école, Waxy, ou bien c'était au pif? Ah, c'était au pif. Bon, au moins c'est honnête. Au moins c'est honnête. Question suivante et dernière question. Combien y a-t-il d'étoiles dans notre galaxie? Ça, j'aurais peut-être dû vous en parler aussi, mais je ne l'ai pas fait. Combien y a-t-il d'étoiles dans notre galaxie? 200 000, entre 200 et 400 milliards, entre 100 et 300 millions ou 3 milliards. Là, j'imagine que ça va être au pif aussi. C'est un peu pour départager ce genre de questions, quoi. Qui a cru que c'était moi? Personne sauf Jas, merci de ta confiance. Ah ben non, mais bon. Voilà, mais après tu diras que je te lis pas. En tout cas, pas quand j'étais à l'école. On n'a pas ça en Suisse. Ah ben c'est bien dommage, parce que je trouve que ce sont des sujets tellement intéressants. Alors, 200 000 étoiles dans notre galaxie, entre 200 et 400 milliards, entre 100 et 300 millions, ou 3 milliards, attention. Eh oui, 3 bonnes réponses quand même. 3 bonnes réponses quand même. Entre 200 et 400 milliards, effectivement. GG à vous, 3 bonnes réponses, 3 mauvaises. Bah, c'est plutôt bien, hein. C'est plutôt bien. Du coup, on va voir qui sont les gagnants. Je vais avoir des points négatifs, tu crois? Ah, le pif encore, Waxy. Ah, la chance. Ah, la chance. Alors, les résultats finaux. Oh, Big Marvin qui n'a rien dit. Big Marvin qui n'a rien dit. Waouh, 111 000 points pour Big Marvin. Excellent, magnifique, énorme. Suivi de Sévrus. Sévrus qui était premier candidat, premier gagnant au quiz d'avant, hein. GG Sévrus. Waxy pas mal du tout, 64 000 c'est plutôt bon ça aussi. Frugalware à 37 000, Daslius 16 000, Some Queens 12 000 et Kinder moins 40 000. Ça fait mal. Ça fait mal. GG Big Marvin, très très gros score là. Et Sévrus, premier sur le premier quiz et deuxième sur le deuxième, c'est pas mal du tout, hein. Bravo à toi. Bravo à toi. Bon, je suis pas plus surprise que ça pour moi. Bravo à tous et merci. Oui, merci d'avoir participé, effectivement. Merci beaucoup. Et Frugal, merci beaucoup pour ton follow. Frugal, tu régales. Merci beaucoup, ça fait grave plaisir. Voilà les amis, voilà qui clôture ce petit quiz et qui va clôturer, je pense, du coup maintenant, cette soirée avec une très belle vision d'un très beau cigare. La très belle M82, la galaxie du cigare, magnifique. Je dis rien, car quand j'ai le quiz, j'ai pas le chat. Ah, c'est donc pour ça, bien écoute. GG Big Marvin, très belle prestation. Et puis GG Sévrus aussi, hein, deuxième, premier, pas mal du tout. Je prends une petite photo. Est-ce que je la prends comme ça? Non, je vais la prendre comme ça. Pour la retravailler, ce sera plus simple. Look. Alors attendez. Il y a 24 minutes quand même sur la galaxie du cigare. Là, c'est plutôt 25 même. Plutôt pas mal. Regardez-moi ça, quelle beauté. On commence vraiment à avoir des trucs sympas, hein. Je vous avais dit en une demi-heure, ça commence à être pas mal du tout. Très beau ton cigare, Jaski. Merci beaucoup. C'est vrai, sur mobile, on voit pas le chat. Ah ouais? Ah, ça, c'est dommage. Bon. Eh bien, les amis, voilà. Voilà qui clôture donc notre très très sympathique live astronomie. Nous sommes 801. Magnifique. 801, peut-être même 802, peut-être que le truc n'est pas à jour, peut-être même 803, allez savoir. On a dépassé en tout cas la barre des 800 follow, c'est magnifique. Vous m'avez régalé, on a fait un live astronomie plutôt, ma foi,
très sympathique. Moi, j'ai pris grand plaisir en tout cas. J'espère que ça vous a plu. Hein, j'espère que vous avez pris plaisir autant que moi. On en refera. Je vais essayer peut-être la prochaine fois de faire quelque chose d'un peu plus, un peu moins technique, parce que je m'aperçois quand même qu'à un moment donné, surtout quand j'ai parlé de la formation des étoiles, tout ça, c'était peut-être un chouïa trop technique. Il faudrait peut-être que j'essaye de vulgariser ça encore plus, mais bon voilà, je fais le maximum. Et on en refera. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire un pendant l'hiver. Parce qu'il y a vraiment une nébuleuse que j'aimerais vous montrer, c'est la nébuleuse d'Orion, qui est juste un bijou. C'est pour moi la plus belle des nébuleuses et pour beaucoup d'astronomes amateurs également. Donc celle-là, j'aimerais vraiment vous la montrer. J'espère qu'on aura l'occasion. En tout cas, voilà. Merci à tous. Malheureusement, on va pas faire de raid. Parce que quand on fait un live astronomie, eh bien on se dit juste au revoir, parce que après moi je dois tout mettre en place, tout remettre dans la voiture et puis refaire la route et rentrer à la maison. Donc je peux pas rester sur le live de quelqu'un d'autre. Vous savez, j'aime bien de rester quelques minutes quand même. Et là il commence à se faire tard et j'ai encore de la route à faire après avoir tout remis en place. Donc voilà, on va faire comme ça. Pour ceux qui me découvrent, qui nous découvrent, encore une fois, bienvenue à tous, bienvenue à vous. On ne fait pas que de l'astronomie, hein. L'astronomie, on en fait de temps en temps, quand on peut, quand la météo nous le permet. Mais sinon, voilà, vous avez un petit résumé de la chaîne. Merci beaucoup, Little Okami. On joue énormément à des jeux d'horreur, on fait aussi beaucoup de phasmophobia. On fait un petit peu de tout, comme du Fall Guys, du Gartic Phone et ce genre de choses. Voilà, on fait plein de choses plutôt sympas. On fait du react aussi sur une série américaine qui s'appelle Ghost Adventure. Vous l'aurez compris, on aime beaucoup les fantômes ici. Voilou, la chaîne a bientôt 10 mois. Je stream 4 soirs par semaine de 20h à minuit. Parfois c'est un peu décalé parce qu'à côté, moi je bosse. J'ai un taf qui me prend énormément de temps. Et donc je vous mets les horaires le dimanche pour toute la semaine qui suit. Et comme ça, vous êtes mis au courant à l'avance du planning, 4 soirs par semaine. Voilou. C'était super chouette. Ah, je suis content que ça vous ait plu, même si de temps en temps j'ai la tête qui a fumé. Oui, c'est vrai, mais j'ai peut-être été un petit peu trop dans le détail parfois. Un petit peu trop technique. C'était top, même sans y connaître, on sent ta passion, donc on boit tes paroles et on apprécie. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Waxi. Si ça vous a plu, eh bien, je suis très heureux. Merci en tout cas, c'était super. J'irai voir le début à l'occasion. Ça marche, Dazius, ça marche. Merci beaucoup. C'était bien sympa. Hâte au prochain. Écoutez, vous me voyez ravi. Si ça vous a plu. Ah non, je vais pas oublier le télescope. Ah non, alors là, là, je peux te dire que les larmes vont couler toutes seules. Hein. J'ai presque tout compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-les sur Discord, ou si vous avez envie que je réponde à même des questions, même des choses dont on n'a pas parlé aujourd'hui, n'hésitez pas, mettez ça sur Discord. Et comme par exemple Some Queens avait fait, Some Queens avait posé des questions par rapport à la naissance des étoiles, tout ça. J'ai été un peu trop dans le détail, on est d'accord, mais du coup j'ai inclus ça dans le live astronomie d'aujourd'hui pour lui répondre. Donc n'hésitez pas, mettez vos questions sur Discord et j'y répondrai lors du prochain live astro. Voilà les amis, eh bien écoutez, il est temps de se dire au revoir. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous d'être venus. Ça m'a fait grave plaisir. On l'attendait ce live astronomie avec grande impatience depuis longtemps. Merci à tous. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. On se retrouve demain à 20h pour Ghost Exorcism Inc. Peut-être qu'on aura encore la visite du développeur encore cette fois-ci, ce serait cool. Des bisous à tous. Je vous dis à demain. Comme d'habitude, prenez soin de vous et soyez gentils. Je vous love. Merci encore à tous. Bonne nuit et à demain. Ciao ciao les amis.